Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de recevoir deux organismes qui me tiennent grandement à cœur et l'un d'eux est Interligne, que j'ai découvert il y a quelques années et que je voulais absolument vous faire connaître. Je vous réserve un autre organisme pour la deuxième partie de l'émission que vous connaissez peut-être, mais possiblement, certainement pas dans son ensemble. Quel bonheur de recevoir, de présenter et de possiblement sortir de l'anonymat pour certains cet organisme qui me tient évidemment particulièrement à cœur et j'ai le plaisir de le faire avec un invité que j'affectionne aussi beaucoup. Pascal Vaillancourt, bonjour. Bonjour. Alors Pascal Vaillancourt, vous êtes directeur général de l'organisme Interligne et tout d'abord, pour les gens qui ne connaissent pas Interligne, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait comme organisation? Interligne, en fait, c'est un organisme de première ligne qui, par ses services d'écoute, d'intervention et de sensibilisation, contribue au mieux-être des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. C'est un organisme qu'on connaissait auparavant sous le nom de Gay Écoute. Et donc, Gay Écoute existait il y a quoi, une quarantaine d'années environ? Oui, Gay Écoute a été créé en 1980. Au départ, c'était une ligne d'écoute qui venait en aide aux personnes LGBTQ+. Et avec les années, on a diversifié l'offre de services pour répondre à d'autres besoins de ces communautés-là. Donc, entre l'émission Gay Écoute s'était donnée il y a une quarantaine d'années et ce qui est devenu Interligne aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Oh mon Dieu, des tonnes de choses. Un autre monde. Oui, complètement un autre monde. En fait, Gay Écoute, à l'époque, comme je le disais, c'était vraiment une ligne d'écoute qui est née d'abord dans des situations très critiques au Québec, dans la crise du sida dans les années 80, pour répondre à des besoins des personnes gays ou lesbiennes qui perdaient des proches puis qui avaient besoin d'en parler, mais qui ne pouvaient pas le faire parce que le contexte social ne le permettait pas. Avec les années, évidemment, le contexte social a changé au Québec. Les enjeux LGBTQ+, sont beaucoup plus acceptés dans la société. Et Gay Écoute a évolué lentement pour offrir différents services, de nouveaux services, comme à un moment donné, on a mis en place le registre des actes homophobes pour recenser l'homophobie au Québec, parce que malgré que la condition avançait en lien avec les droits des personnes, on remarquait qu'il y avait encore beaucoup d'homophobie. Donc, des services sont nés comme ça pour mettre en lumière des problématiques qui demeuraient ou qui étaient peut-être moins évidentes pour le commun des mortels. Et avec les années, l'organisme a aussi évolué au niveau de son image et de ses pratiques pour devenir l'organisme Interligne, en fait. Parce qu'avec le nom de Gay Écoute, on se rendait compte que c'est beaucoup les hommes gays qui utilisaient nos services. 80% de nos utilisateurs, des personnes utilisatrices, étaient des hommes gays. Et lorsqu'on recevait des appels de femmes, elles demandaient la permission d'utiliser le service. Donc, pour nous, c'était clair que l'image avait un défi pour mieux joindre l'ensemble des réalités qui se sont beaucoup diversifiées avec les années. On parle beaucoup plus de réalité trans, de réalité des personnes non-binaires, des femmes lesbiennes, de pansexualité. Donc, pour répondre à l'ensemble de ces besoins-là, l'organisme a décidé de faire une introspection sur ses propres pratiques et de changer son image pour lancer un message beaucoup plus clair, beaucoup plus large des services qu'on pouvait offrir. Donc, c'est là qu'on est devenu Interligne. Et avec ce changement d'image-là est né aussi de nouveaux services, des services maintenant qui viennent en aide plus spécifiquement aux jeunes LGBTQ+, aux adultes LGBTQ+, aux aînés, aux victimes de violences, les milieux de travail également. On va beaucoup faire de la formation dans les milieux de travail. Donc, l'offre s'est beaucoup diversifiée. Vraiment, vraiment, l'organisation a certainement évolué. Puis je pense que ça coïncide un peu aussi avec votre arrivée à Interligne, n'est-ce pas? Oui, en fait, moi, je suis arrivé en 2015 chez Gay Écoute à l'époque. Et effectivement, j'avais reçu, quand je suis arrivé comme nouveau directeur général, j'avais une commande assez claire du... Petit cadeau d'accueil. Oui, petit cadeau d'accueil, mais en même temps qui était très, très emballant pour moi, très motivant parce qu'on me donnait la chance de pouvoir construire quelque chose de nouveau, mais en même temps avec la notoriété d'un organisme qui avait fait ses preuves pendant une trentaine d'années à l'époque, là. Donc, non, c'est ça. Je suis arrivé en 2015, puis on m'avait donné la commande, en fait, de rajeunir un peu l'image, de faire en sorte que ça soit beaucoup plus clair, qu'on soit là pour tout le monde, pour toutes les communautés qui composent l'acronyme LGBTQ+. Alors, pour ces raisons-là, c'est là que j'ai commencé avec mon équipe, évidemment, parce que c'est pas le travail d'une seule personne. Hein. On parle de héros anonymes dans l'émission, mais il y a beaucoup de héros anonymes dans le communautaire. Ah, génial.
Et évidemment, quand je pense à Interligne, mais aussi quand je pense à ce qu'était Guy Écoute, je pense à la ligne. La ligne qui, pour moi, est encore un élément qui est très fort au sein d'Interligne. Et corrigez-moi si je me trompe, mais pour quelle raison, si j'en ressens le besoin, je pourrais vous appeler? Est-ce qu'il y a une raison au départ? Est-ce que vous avez identifié des cas, des personas ou des gens que vous dites, ben ça, c'est vraiment une grande partie de nos appels, ou même de clavardage, parce que je pense qu'on peut aussi vous joindre en ligne. Oui, en fait, c'est une excellente question parce que souvent dans la tête des gens, la ligne d'écoute, elle est là pour les jeunes. Elle est effectivement là pour les jeunes, mais elle est là aussi pour les adultes. Et les motifs à la ligne d'écoute pour nous appeler, ils sont très diversifiés. On a beaucoup de gens, évidemment, qui nous appellent pour les questionnements en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, pour savoir comment faire un coming out à sa famille ou à ses proches, donc un processus de dévoilement de son identité. On a des gens qui nous appellent également pour les relations de couple, des défis dans leurs relations de couple, mais qui ne sont pas à l'aise d'aller dans le milieu, soit le système public, rencontrer un psychologue ou un thérapeute pour parler de ça parce qu'ils ont peur d'être mal accueillis à cause de leur identité qui fait partie d'une minorité finalement. Donc, les motifs sont très variés, mais on a également des parents qui nous appellent pour savoir comment accompagner leur enfant. Ça, c'est un motif d'appel de plus en plus fréquent, ce qui est pour nous quand même un bon indicateur que les choses avancent et tout ça. Vraiment. On a également des personnes aînées qui cherchent des ressources qui sont inclusives parce que souvent, les personnes aînées, on va avoir une tendance quand ils vont aller dans les centres de personnes, les centres d'hébergement pour aînés, ils vont avoir une tendance à retourner dans le placard parce qu'ils ne sentent pas que le climat est sécuritaire. Donc, souvent, ils vont nous demander soit des ressources, soit bref, des groupes de soutien pour les aider à ne pas être complètement retournés dans le placard. Et aussi pour aller faire de la formation aussi des fois dans leur milieu. Donc, les motifs sont vraiment variés et il y a un enjeu qu'on parle qui est très présent aussi à la ligne, c'est tous les enjeux de santé mentale, donc les questions liées au suicide, à l'anxiété, bref, à toutes les problématiques envahissantes de santé mentale. Et ce que vous me dites, je trouve ça hyper intéressant, mais je me dis, moi, si j'avais besoin d'appeler cette ligne-là, probablement ça se ferait peut-être pas entre 9 et 5. Probablement que ce serait le soir, lorsque je suis pas en train de travailler, ou peut-être même la nuit, un moment dans lequel je suis peut-être plus vulnérable, mais je suis peut-être un peu plus dans ma tête, dans mes pensées. Et là, vous voyez peut-être où je m'en viens avec tout ça. J'ai cru comprendre que le service de nuit, ben, c'était pas coulé dans le béton, cette affaire-là, et que le financement était peut-être pas toujours bouclé avec le gouvernement. Et là, je me demande, est-ce que le service de nuit est à risque de disparaître? Malheureusement, le service de nuit est à risque de disparaître chez Interligne. Il faut savoir que dans les années 80, qui était un peu l'âge d'or du communautaire, il y a eu des gros montants d'argent qui ont été donnés aux organismes. Il y a des organismes qui sont nés à la même époque que nous, dans les mêmes années, les mêmes mois même. Mhm. Et ces organismes-là ont reçu de très gros montants, mais nous, notre organisme n'a pas reçu d'argent à ces moments-là parce que le contexte social n'était pas favorable aux enjeux LGBTQ+. Ça fait en sorte qu'avec les années, on a un gros écart au niveau du financement et que des organismes qui aujourd'hui reçoivent environ 800 000, 900 000 du gouvernement, bien, nous, on reçoit environ 340 000. Ouais. 340 000, ça ne couvre pas 24/7 dans une journée au niveau de l'intervention. Puis là, on a aussi des frais dans un organisme qui sont liés à la direction de l'organisme, avec le volet administratif, parce que les exigences administratives pour les organismes sont aussi très présentes lorsqu'on reçoit de l'argent gouvernemental. Donc, si on prend la subvention qui nous est donnée, bien, nous, chez Interligne, la subvention nous permet de couvrir le quart d'écoute de 8 heures à minuit. Il y a quelques années, il y avait eu une tragédie à Orlando, dans un bar où il y avait eu une tuerie de personnes LGBTQ+. Et à l'époque, ça nous avait rendu le climat favorable pour recevoir un montant d'argent de la Ville de Montréal sous l'administration Coder pour pouvoir mettre en place le service de nuit pour aider les personnes qui pouvaient avoir de la détresse très présente. On s'est rendu compte que la nuit, la détresse, elle est vraiment plus intense, elle est vraiment plus fréquente aussi. Et là, quand je parle de détresse, je parle de grande détresse, je parle de vraiment les idéations suicidaires, d'anxiété très présente, parce que la nuit, tout le monde dort. Donc, ces gens-là qui ne dorment pas, ben, ils cherchent des ressources pour les aider. Donc, effectivement, avec les années, ben, le service de nuit n'a jamais été financé de façon pérenne. La Ville de Montréal nous a accordé un financement qui était au départ sur 3 ans, qui a été prolongé d'une année, d'une autre année, puis finalement, on nous a annoncé qu'on allait le perdre dans la prochaine année et on est sur notre dernier versement à l'heure actuelle.
Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à l'heure actuelle au gouvernement du Québec pour corriger finalement l'écart de financement initial qui ne nous permettait pas d'avoir un service de nuit. Et là, on est toujours dans l'attente que le gouvernement passe à l'action pour nous soutenir. Extrêmement dommage. Bon, on va parler du financement de votre organisme, si vous voulez bien, tout de suite après une petite pause musicale. Tiens. Parfait. Alors, on est de retour avec Pascal Vaillancourt d'Interligne et on parlait du financement de l'organisme, le financement qui est évidemment malheureusement pas sécurisé et qui met à risque le service de nuit. On se disait justement que si jamais on a besoin, notamment de la ligne, bien, peut-être que ça ne se passerait pas sur un horaire typique là, et que ça pourrait arriver durant la nuit. Donc, Interligne, comme beaucoup d'organismes communautaires, comme des organismes non lucratifs, a besoin de financement. Et comment vous réussissez à ce que la magie opère au quotidien et aide justement des héros, des héroïnes? Et comment est-ce que vous faites pour que ça fonctionne, finalement, cet organisme-là? Il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place depuis quelques années. En fait, lorsque je suis arrivé dans l'organisme recevait à peu près juste la subvention gouvernementale, donc du gouvernement du Québec. Et finalement, avec les années, on a mis en place un volet philanthropique. Avec la diversification des services est née également avec le financement par projet que les organismes communautaires connaissent, qui est très, très intéressante pour amener, faire des tests, essayer des nouvelles choses. Par contre, qui est malheureusement pas pérenne. Donc, on est toujours à la recherche de comment on fait pour garder ces projets-là lorsqu'on a eu des belles réussites et tout ça. Donc, mais l'organisme a beaucoup vécu avec le financement par projet. C'est ce qui nous a permis de diversifier notre offre. Et les actions philanthropiques, on a mis en place des événements à bénéfice. On a également fait de l'appel aux dons, le don mensuel, des dons de particuliers. Je dois dire que la cause LGBTQ+, c'est quand même une cause qui n'est pas facilement finançable. On dirait que les gens ne sont pas portés à donner pour cette cause-là d'emblée. Mais dans les dernières années, il y a quand même eu beaucoup de discussions dans la sphère publique de la population, finalement, par rapport à la diversité, l'équité, l'inclusion. Donc, on sent quand même qu'il y a un intérêt pour ces enjeux-là aussi des corporations. Donc, on a reçu de l'argent de certaines corporations qui nous permet en fait de mettre en place des choses, mais les enjeux qui fait que notre financement est fragile, malgré qu'on l'a beaucoup augmenté à travers les années, c'est que souvent ce financement-là, il n'est pas récurrent. Donc, c'est pour ça qu'on fait encore appel au gouvernement pour le service de nuit, puis pour aussi améliorer les conditions, parce qu'Interligne, étant donné le contexte dont je parlais tantôt, que l'organisme n'a pas été financé dans les années 80, ça fait en sorte que nos employés, c'est souvent des gens, tu sais, je parlais d'héros anonymes tantôt, mais c'est souvent des gens de cœur qui sont là parce que la mission les allume, mais qui ne font pas beaucoup d'argent quand ils viennent travailler pour nous. Et souvent, j'entends le discours « Ah, mais c'est sûr, dans le communautaire, vous ne faites pas beaucoup d'argent. » Mais c'est une coche de plus quand on parle des organismes LGBTQ+. Les organismes LGBTQ+, c'est clairement les moins bien financés de l'écosystème communautaire au Québec. OK. Puis, je suis un peu attristé de l'apprendre, vous comprendrez. Mais pour que tout ça fonctionne, puis bon, évidemment, j'imagine que vous n'êtes pas tout le monde vit la pénurie de la main-d'œuvre, tout le monde vit aussi l'attraction puis la recherche des talents. Fait que j'imagine que ça doit aussi vous faire mal à l'occasion. Interligne, c'est combien de personnes, que ce soit des salariés, des bénévoles, parce que, bon, évidemment, vous avez un conseil d'administration bénévole comme tout bon OBNL, mais vous êtes combien dans cette belle petite ruche de plein d'abeilles, là? Ça varie d'une année à l'autre à cause du financement par projet, mais je dirais que la moyenne, c'est environ une vingtaine d'employés qui œuvrent soit à temps plein, soit à temps partiel au sein de l'organisme. Donc, des gens, je pense entre autres à l'équipe d'intervention, on parle déjà d'une douzaine de personnes pour l'équipe d'intervention, donc des gens qui offrent des services directement.
Après ça, j'ai des gens qui font de la formation, j'ai des gens qui offrent d'autres formes de services dans mon équipe, dans l'équipe que j'appelle souvent plus administration et communication. Là. C'est ça, je dirais une vingtaine d'employés. Puis au niveau du bénévolat, ben, parce qu'on accueille des bénévoles, toutes les formes de bénévolat sont ouvertes chez Interlink. Les gens peuvent venir faire de l'écoute s'ils veulent aider des personnes LGBTQ+. Et c'est nous qui formons finalement les bénévoles qui veulent venir faire de l'écoute. Les bénévoles à l'écoute ne sont jamais seuls, ils sont toujours accompagnés d'un professionnel en intervention. Mais bref, en quantité, là, je dirais qu'on a une 60aine de bénévoles au sein de l'organisme qui peuvent s'impliquer soit dans l'intervention, soit dans l'administration, soit dans les communications. Ça varie beaucoup, là. Quand même, c'est impressionnant. Et corrigez-moi si je me trompe. Et les gens ont souvent le réflexe de dire « Ah, mon Dieu, il y en a tellement des organismes, il n'en manque pas des organismes. » J'ai l'impression que si Interlink, demain matin, n'existe pas, tout ce que vous offrez là n'existe tout simplement plus. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas parce que Interlink, on a eu le souci quand on a développé nos services de ne pas répéter des choses qui existaient déjà. Si on le fait, c'est parce que souvent, c'était des ressources limitées dans d'autres organismes. Tu sais, je donne un exemple. Il y a des organismes qui développaient déjà de la formation dans les milieux scolaires. Mais les milieux scolaires, on le sait, il y en a beaucoup au Québec. Donc, si on s'est permis d'aller là, c'est parce qu'on savait qu'il y avait encore de la demande. Mais quand un organisme offre un service ou une spécialité, on s'est assuré de ne pas répéter ça pour ne soit pas jouer dans les plates-bandes de l'organisme, mais aussi pour éviter, en fait, de dédoubler des services qui répondent déjà à certains besoins. Donc, si Interlink disparaît demain, c'est effectivement des services qui vont disparaître. Qui, à l'heure actuelle, ne sont pas pris par personne dans l'écosystème. Et Interlink, dans l'écosystème LGBTQ+, communautaire, c'est quand même le plus vieil organisme du Québec. Donc, c'est un des organismes les mieux structurés, les mieux organisés. Donc, si nous, on disparaît demain, je ne dis pas que d'autres personnes ne vont pas essayer de faire des services qu'on offrait, mais clairement qu'ils n'auront pas les ressources pour le faire parce que c'est très difficile d'être financé à l'heure actuelle. Oui, puis vous avez définitivement l'expertise pour le faire. Vous avez parlé de bénévolat tantôt, on a parlé de financement. Moi, là, disons que je suis un auditeur, je vous écoute et je fais « Wow, Interlink, si j'en ai besoin, bon, on donnera les coordonnées tantôt si on a besoin, soit de la ligne, bon, le site web, l'ensemble des informations. Mais si moi, j'ai le goût de vous aider, que votre cause me parle, m'interpelle, comment est-ce que je peux être le plus utile puis comment je peux vous soutenir? » Bien, comme je le disais tantôt, il y a plusieurs formes de bénévolat disponibles chez Interlink. Évidemment, une personne qui voudrait faire du bénévolat, souvent, va aller sur notre site web, nous contacter et nous dire en quoi elle aimerait s'impliquer et s'engager. Il y a possibilité de le faire, je le disais tantôt, administration, communication, mais également dans notre comité financement. On a différents comités de travail qui nous permettent d'avancer des dossiers, qui nous permettent de mettre la main à la pâte sur des choses que des fois, c'est peut-être plus difficile dans le quotidien à travers la réalisation de la mission, mais qu'une fois qu'on a un comité bénévole qui travaille sur des choses, qui arrive avec son réseau aussi, c'est une façon de s'impliquer. Il y a également le conseil d'administration d'Interlink qui a toujours une possibilité de s'impliquer. Souvent, les gens vont poser leur candidature au niveau au moment de l'AGA, l'Assemblée générale annuelle. Et ça, c'est une façon également de s'impliquer. Et il y a, comme je le disais, la ligne d'écoute tantôt ou différents services d'intervention qu'on offre. Par la suite, il y a également, on peut toujours faire un don à l'organisme, que ça soit les un accepter, don. Oui, on les accepte. On les accepte à bras ouverts et on remercie vraiment les gens qui sont en mesure de le faire. Et tous les dons sont importants, hein, je tiens à le dire. Là, dernièrement, on a fait une campagne pour sauver notre service de nuit. On a eu des dons de 5 $ comme on a eu des dons de 10 000 $, mais dans tous les cas, chaque don est super important pour nous. Et c'est vraiment la masse qui fait vraiment la différence au final. Là. C'est la quantité de gens qui vont nous donner. Alors, les gens qui voudraient pouvoir faire un don à l'organisme, ça peut être un don une fois, ponctuel, mais ça peut être aussi des dons mensuels. Parfois, on a aussi des legs testamentaires quand les gens sont en train de préparer leur testament et tout ça. Des fois, ils choisissent l'organisme, ça arrive. Donc, et pour le faire, en fait, souvent, on va inviter les gens à aller sur la plateforme. On a une plateforme spéciale pour les dons qui est soutenir.interlink.co. Donc, en allant là-dessus, les gens vont pouvoir décider de la façon dont ils veulent s'impliquer, là. Excellent. Excellent. Puis, en tout cas, moi, je suis convaincu, j'ai le goût de vous soutenir. Ça va de soi. On parlait des héros anonymes. Vous disiez, bon, il y a quand même une bonne partie de votre travail qui est fait, oui, en soutien direct, mais aussi en administration. Puis, j'ai le goût de vous entendre là-dessus parce que, bon, les gens disent toujours, j'ai pas le goût de payer le soutien administratif, j'ai pas le goût de payer ce qu'on va appeler les frais administratifs. Mais en même temps, vous avez parlé du financement de projet. Et le financement de projet, aussi extraordinaire soit-il, amène énormément de reddition de comptes. Et
comment est-ce que vous vivez dans ce narratif-là avec les donateurs ou les partenaires qui veulent probablement pas jamais financer ces salaires-là, mais en même temps, sans ces gens-là, la magie n'opère pas. Il y a des intervenants, oui, mais il n'y a pas de locaux, il n'y a pas de services, il n'y a pas d'encadrement. Alors, c'est quoi votre lecture par rapport au fait que les gens, des fois, sont un petit peu sur le frein à main, disons, pour payer ces frais administratifs-là, alors que le gouvernement nourrit ça, les donateurs, les bailleurs de fonds nourrissent ça et appellent à ça, là. Bien, c'est certain que je comprends que les bailleurs de fonds veulent donner directement pour la mission. Ça, je peux très bien comprendre que quand on veut donner de l'argent, on espère que ça va pas passer dans le salaire d'un DG ou dans... Bon, ça, je peux le comprendre. Mais effectivement, les exigences sont beaucoup... sont très grandes, en fait, pour les organismes à l'heure actuelle et avec le financement par projet. J'ai souvent l'impression aussi que le financement par projet, c'est une belle façon pour dire qu'on a donné aux organismes, mais qui ne vient pas pérenniser, qui ne vient pas sauver, qui ne vient pas solidifier, parce que tout ce que ça fait, c'est ébranler les structures, là. Par contre, il y a des avantages à ça, puis je ne suis pas en train de dire que le financement par projet ne doit pas exister. Je pense juste que ça devrait être revu au niveau des quantités, de la façon aussi dont on administre, parce que souvent, on va recevoir un projet, disons, 40 000 pour l'année. 40 000, là, c'est pas un salaire, là, on s'entend, là, ou c'est un salaire puis c'est rien d'autre. Donc, par contre, la reddition de compte pour un projet de 40 000 est souvent égale à un projet de 300 000. Donc, les exigences sont vraiment très grandes derrière. Et je pense qu'il y aurait vraiment un avantage, du moins dans la sphère publique, parce que souvent, les bailleurs de fonds corpos ne sont pas aussi exigeants sur les redditions de comptes, mais dans la sphère publique, il y aurait clairement une remise en question ou une réévaluation de ce qui est demandé aux organismes, je pense, qui pourrait être faite. Le gouvernement a aussi annoncé dans la dernière année des rehaussements de subventions à la mission des organismes, donc le financement qui est récurrent normalement. Mais c'est toujours offert, ces financements-là, avec, on a tant d'organismes, on divise par ceux qui ont demandé un rehaussement, puis il y a comme, on dirait, pas d'analyse en profondeur des réalités des organismes. Donc, ça, souvent, ça fait en sorte que le financement, il est très... on a eu un rehaussement chez Interlink dernièrement, là, de 12 000 je crois, autour. Là. Wow! Félicitations. Oui, non, c'est ça, mais c'est à la limite insultant de se dire, mon Dieu, ça va faire 6 mois qu'on est dans les médias à essayer de sauver notre service de nuit, on demande un montant de X 100 000, on demande 300 000 en fait au total pour aider l'organisme. Et finalement, on nous envoie une lettre pour nous dire, vous avez reçu 12 000 ou 12 400, je pense. Donc, cette évaluation-là est un peu frustrante par moment. Donc, le financement par projet ne vient pas aider à tout ça avec les exigences. Et il ne faut pas non plus minimiser l'importance du personnel qu'on a aussi dans nos organismes. T'sais, moi, dans mon équipe, j'en ai des personnes qui font de l'administration ou qui travaillent qui ne sont pas directement liées à la mission, mais que leur rapport est essentiel au développement de l'organisme, à la stratégie aussi de l'organisme. Et bref, je pense que tout le monde a son rôle à jouer là-dedans. Maintenant, c'est de trouver l'équilibre pour autant que le gouvernement donne de façon intelligente que les organismes gèrent de façon intelligente. Tout à fait. Donc, on continue le soutien à la mission. On va aller chercher, évidemment, encore du financement par projet, mais essayons de faire ça de façon le plus intelligente possible et en tout respect aussi de la capacité des organismes, parce que j'en vois qu'il y aurait besoin certainement d'une seule personne à temps plein pour juste faire la reddition de compte. Et là, c'est pas optimal, disons. Moi, je prendrais ça, une personne à temps plein pour faire de la reddition de compte. Probablement que cette personne-là serait très, très bien occupée. J'en doute pas. Interligne est bien implanté. On connaît bien l'organisation. En tout cas, du moins, j'espère que les gens qui nous écoutent le connaissent mieux s'ils ne le connaissaient pas. Qu'est-ce qui fait en sorte, ça fait quand même, je pense, au moins à peu près bientôt 8 ans que vous êtes chez Interligne. Entre le moment où vous êtes le jeune directeur général qui est arrivé, et vous êtes encore jeune, évidemment, le directeur général maintenant, qu'est-ce qui encore vous garde cette passion-là, cette étoile-là dans les yeux quand vous rentrez à vos bureaux chez Interligne? C'est une excellente question, celle-là. On remercie les questions précédentes qui étaient un peu moins de niveau. Non. Mais celle-là, c'est qu'elle m'oblige à plonger en dedans de moi un petit peu. Oui. Moi, c'est certain que ce qui m'allume à la base, c'est de servir une cause. Puis même quand j'étais plus jeune directeur général, j'ai choisi de travailler dans le communautaire. Avant, je travaillais dans la fonction publique canadienne. Mais quand j'ai arrêté mon travail, je cherchais à servir une cause, puis j'ai choisi la cause LGBTQ+, parce qu'elle me rejoignait directement. Ça n'a pas changé. Le désir de soutenir, de faire avancer, d'être une ressource pour les gens, ça allume vraiment mon quotidien.
Ça allume également celui de mon équipe. Je le sais que les gens qui viennent chez nous, c'est vraiment la mission de l'organisme qui les nourrit d'abord, parce que c'est pas c'est pas l'affichage des salaires que je fais quand je fais des offres d'emploi qui les attire. Ça, j'en suis très, je suis convaincu de ça. Mais la mission, c'est vraiment quelque chose qui allume les gens. Moi, je suis très fier aussi du développement qu'on a fait dans les dernières années. Je pense que comme direction générale, un des talents qu'il faut avoir, c'est la capacité de savoir s'entourer. Mhm. Moi, je sais très bien m'entourer. J'ai vraiment des belles personnes avec des grands talents autour de moi. Et cette mobilisation-là en équipe pour faire avancer une cause, ben, c'est ce qui m'allume encore. Demain matin, disons que je ne travaille plus chez Interlink, c'est certain que je vais rechercher une cause qui va m'allumer, quelque chose qui va m'alimenter parce que j'ai quand même besoin de ça dans mon travail. Là, moi, le travail, c'est plus important que c'est pas seulement un gagne-pain, Non. c'est vraiment une mission de vie, là. Puis ça fait toute la différence. Les gens qui croient et qui portent la mission, ben ça fait toute la différence. Puis clairement, vous la faites depuis un peu plus de 8 ans. Bientôt 8 ans. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Interlink pour la suite de son histoire? Un meilleur financement récurrent. Oui, hein? Ouais. Je trouve ça dommage d'en arriver à toujours parler du financement parce que justement, si on nous l'accordait, on serait ailleurs, on serait en train de parler d'autre chose. Et cette discussion-là revient d'année en année et tout le temps. Mais je n'ai pas le choix d'en parler parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Moi, je pourrais faire tellement d'autres choses comme directeur général si je n'avais pas à me préoccuper de ces enjeux-là. Mais dans tous les cas, je pense qu'on peut souhaiter de la continuité parce qu'Interlink, c'est une ressource qui vient en aide à près de 30 000 personnes dans une année. Donc, de la continuité pour l'organisme, ça serait très souhaitable. Je vous le souhaite certainement. Pascal Vaillancourt, clairement en bonne compagnie, le temps passe vite. Et je vous remercie de vous être prêté au jeu. On peut vous aider, bien évidemment, Interling, en visitant interling.co ou en composant le 514-866-6788. Pour la ligne d'aide, on se rend sur le même site pour clavarder où on compose le 1-888-505-1010. Ce fut un immense plaisir de vous recevoir. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon succès pour la suite. À vous à l'écoute, on se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme. Vous écoutez Héros Anonyme sur les ondes de Canal M et pour cette deuxième partie de l'émission, nous avons le grand bonheur de recevoir un organisme qui nous dit probablement tous quelque chose. Le nom ne nous est certainement pas inconnu, mais j'ai l'impression qu'on ne connaît que la pointe de l'iceberg. Et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Saint-Arnaud, directrice des communications de Jeunesse au Soleil. Bonjour Anne Saint-Arnaud. Bonjour Daniel. Très, très heureux de te recevoir. Très heureux que les gens qui nous écoutent vont en apprendre davantage sur Jeunesse au Soleil et probablement que moi aussi, je vais en apprendre davantage parce que mon premier souvenir de Jeunesse au Soleil remonte à primaire, secondaire, faire des boîtes de denrées alimentaires sur Saint-Urbain. Donc, ça fait déjà un moment parce que vous êtes déjà plus sur Saint-Urbain depuis un certain temps. Donc, moi, quand je pense à Jeunesse au Soleil, c'est mon plus vieux souvenir qui me vient en tête et c'est le premier souvenir qui me vient en tête parce que j'ai aussi, bon, évidemment, fait des boîtes alimentaires là, il y a quelques années à la période des fêtes. Mais vous êtes beaucoup plus que ça. Alors Anne Saint-Arnaud, qu'est-ce que vous êtes exactement, Jeunesse au Soleil? Ou on va peut-être dire parfois, là, puis on s'en excuse, Son Youth, qui est un nom aussi qui revient beaucoup. Mais qu'est-ce que vous êtes? Ben c'est ça. C'est que si on revient à la base, là, Jeunesse au Soleil a été créée en 1954, donc par des jeunes, pour des jeunes. Donc, ça s'appelait, en fait, comment ça a commencé, c'est que les jeunes n'avaient pas assez de moyens pour faire des activités, puis eux autres, ils souhaitaient s'organiser pour faire des activités. Donc, la première levée de fonds qui a eu lieu à Jeunesse au Soleil, c'était un journal écrit à la main. Donc, les jeunes écrivaient un journal sur ce qui se passait dans le quartier. Donc, un tel a scoré 3 buts, puis il passait de porte en porte. Puis il prêtait le journal. Il prêtait 2 sous la copie. Là, je pense qu'il y avait comme 2 copies. Puis il amassait des fonds comme ça. Wow. Donc les parents louaient le journal, ils lisaient, puis ils leur donnaient aux jeunes. Puis enfin. Donc la première année, comme ça, ils ont ramassé 500 $. Donc ils ont loué des locaux, ils ont fait des activités, acheté des équipements, des uniformes pour garder les jeunes occupés. Donc hors de la rue, en sécurité, puis ils ne fassent pas trop de mauvais coups.
Très sage. Très Donc, sage à réutiliser probablement comme conseil aujourd'hui. Eh bien, on fait encore ça aujourd'hui, oui. c'est ça qui arrive. Donc, c'est ça. Donc, le journal écrit à la main dont je parlais tantôt, ça s'appelait The Sun, donc The Clark Street Sun, parce que les jeunes étaient sur la rue Clark. Donc, c'est devenu The Clark Street Sun Youth Organization, puis c'est devenu Sun Youth, puis ensuite, traduction française, Jeunesse au Soleil, qui est souvent confondue avec Opération Enfant Soleil. Mais une mission clairement différente. C'est ça. Donc, vous êtes quand même, vous en avez fait du chemin Oui. en près de 70 ans en passant d'une location de journal à 2 sous à ce que Oui. vous faites aujourd'hui. Exactement. Et justement, je vais vous demander, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à moins que vous continuez encore de faire de la location de journal, ce que je ne pense pas. mais grosso modo, si moi, je suis là dans ma maison, puis je me dis, peut-être que Jeunesse au Soleil pourrait me venir en aide, à quelle occasion Jeunesse au Soleil pourrait venir m'aider? C'est ça. On a encore nos activités pour les jeunes, donc c'est encore très, très, très important, nos activités. Donc, on a des activités dans les écoles, mais on a des activités organisées aussi sportives. Donc, si vous avez des enfants, des jeunes qui sont un peu désœuvrés, donc il y a toujours cet aspect-là qui existe à Jeunesse au Soleil. Donc, pour les garçons et les filles, on a du basketball, du football, introduction au hockey, en fait, plein d'activités. Donc, ça, c'est une partie qui est encore très, très importante à Jeunesse au Soleil. Notre autre partie qui est super importante, c'est l'aide aux familles plus démunies. Donc, on a notre principal programme, vous en avez parlé tantôt, la banque alimentaire. Donc, on sert environ de 2000 à 2500 familles par mois à la banque alimentaire de Jeunesse au Soleil. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup, beaucoup. En fait, c'est souvent la porte d'entrée à Jeunesse au Soleil. Donc, les gens vont avoir de la difficulté à se nourrir ou à nourrir leur famille. Ils vont se faire référer bien souvent à Jeunesse au Soleil souvent par des travailleurs sociaux, par le 211, par exemple, les gens vont appeler, par les écoles, par leurs amis, la famille. Donc, les gens vont arriver chez nous puis vont demander une aide alimentaire. Ensuite, nos conseillers les rencontrent, parlent un peu avec eux, voient c'est quoi leur situation, puis voient si on a d'autres programmes qui peuvent leur venir en aide. Par exemple, notre programme médicaments. Donc, ça, on peut aider les familles, les personnes à payer une partie de leur franchise, une partie de leurs médicaments. Okay. Donc, ça, c'est très, très, très utile. On a un programme d'aide aux sinistrés aussi. Donc, ça, c'est un programme qu'on a depuis les années 70. On travaille avec la Ville de Montréal, le service d'incendie et la Croix-Rouge. Donc, à chaque fois qu'il y a un incendie à Montréal, on est appelé à aller sur les lieux. Puis, souvent, on va intervenir avec des familles qui sont en crise. Donc, en crise ou des personnes seules, parce qu'on s'occupe aussi des personnes seules à mobilité réduite, entre autres. Donc, qui sont plus vulnérables, qui sont malades, qui sont âgées. Donc, c'est souvent des familles qui sont en situation de crise. Donc, ça ne va pas bien ponctuellement. Puis nous, on est là pour leur donner un coup de main là, pendant qu'ils sont en difficulté. Wow, wow. Donc, le service d'aide alimentaire, finalement, n'est pas là que pendant la période des fêtes, même si j'imagine c'est là que tout le monde a envie de faire du bénévolat, se donner bonne conscience, faire un soutien à la communauté, mais vous êtes là à l'année longue, ça, voyez-vous, je l'apprends aujourd'hui. Je savais qu'on apprendrait quelque chose aujourd'hui. Et évidemment, vous êtes resté toujours très aligné avec les jeunes. C'était votre mission au début de ce qui était éventuellement Sun Youth Jeunesse au Soleil, et ce qui est devenu aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette mission-là? Est-ce que, selon vous, Jeunesse au Soleil, sa mission va toujours continuer d'évoluer? Est-ce que vous êtes rendu où est-ce que vous devriez être? Et souvent, les gens vont comparer avec d'autres organismes communautaires, dire, il y en a un autre qui fait aussi de la banque alimentaire à Montréal ou dans la région, il y en a peut-être un autre qui fait aussi d'aide aux sinistrés. Vous avez parlé de la Croix-Rouge. C'est quoi la touche, la couleur, évidemment, de Jeunesse au Soleil? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes qui vous êtes et qu'il n'y a personne d'autre qui est comme vous? La couleur, c'est jaune et noir. Je posais la question, j'avais déjà la réponse, mais oui. C'est une blague. Non, mais en fait, moi, ce que j'aurais le goût de dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup changé. Dans le fond, là, ce que je vous dirais, c'est ça. C'est que depuis les années 50, en fait, c'est que ça rapidement... les jeunes se sont rapidement aperçus que la principale problématique, parce que dans le temps, on était sur le plateau. Le plateau, c'était quelque chose de complètement différent. C'était des familles immigrantes, c'était des familles très pauvres. Donc, les jeunes se sont rendus compte de ça très, très rapidement. C'est-à-dire que les jeunes n'avaient pas d'énergie pour venir jouer, avaient faim. Les familles avaient de la difficulté. Donc, il y a vraiment eu une solidarité qui s'est installée, dans le fond, dans le quartier, puis à travers Jeunesse au Soleil. Puis le quartier s'est juste agrandi, là, si on veut. Donc, maintenant, c'est rendu toute l'île de Montréal. Mais ce que je dirais, c'est que ça n'a pas tant changé que ça. Tu sais, la première
collecte de nourriture qu'on a fait pour les redistribuer. En fait, c'est un des cofondateurs de Jeunesse au Soleil qui est maintenant décédé, malheureusement, Earl de la Péralle, qui m'avait raconté que la première collecte de nourriture, c'était une soirée cinéma. Il faisait des soirées cinéma sur le plateau dans la petite Maison-Blanche, puis au pied du Mont-Royal. Puis le coût d'entrée, c'était des conserves de nourriture. Okay. Donc après ça, il redistribuait ça à des familles qui connaissaient dans le quartier, qui en avaient besoin. Donc ça a rapidement été ça. Le désir de prendre soin des autres, de prendre soin des familles, de notre entourage, la solidarité. Donc, ça a été ça presque depuis le début, là, je dirais ça. Puis aussi le souci que les jeunes soient en sécurité, qu'ils soient en santé, qu'ils soient occupés, qu'ils soient bien, dans le fond. De prendre soin. Ben, c'est une super mission, puis ça m'a accroché l'oreille quand vous avez parlé d'un des cofondateurs qui vous a raconté quelque chose. Donc, je crois comprendre, ça fait quand même un petit bout de temps que vous êtes chez Jeunesse au Soleil. Oh mon Dieu, oui. Oui, ça fait un très bon bout de temps. J'ai commencé pendant mes études à l'université, donc à temps partiel, les étés, en fait. Oui. Comme beaucoup de personnes à Jeunesse au Soleil, d'ailleurs, qui commencent là par des emplois d'étudiants, donc soit à la patrouille à vélo, soit le camp de jour. Donc, on a des générations de jeunes qui ont travaillé pour nous les étés, dont moi-même. Et puis, c'est ça, c'est drôle qu'on fasse l'entrevue à ce temps-ci de l'année, là, parce que moi, ça fait 25 ans que je suis à temps plein à Jeunesse au Soleil. Puis mon deuxième jour à temps plein à Jeunesse au Soleil, c'était la crise du verglas. Wow! Donc, quel baptême! Oui, c'est ça. Le deuxième jour, je suis rentrée travailler, puis je suis pas repartie avant 3 jours. Officiellement. Ils ne vous laissaient pas repartir, mais dans tous les sens du terme. Wow! Encore là, un des cofondateurs à qui je suis allée dire au revoir là, à la fin de ma deuxième journée de travail. J'ai dit, oh, bye, Sid. Il m'a dit, non, tu t'en vas pas, là, le téléphone sonne, là, va-t'en en réception. Wow. Et that's it, je suis restée 3 jours. Puis finalement, vous êtes resté plus de 25 ans. Oui, mais c'est ça. Ouais. Quand même, ça en fait plus des gens qui restent aussi longtemps. Donc, il doit y avoir quelque chose là, dans l'ADN de Jeunesse au Soleil qui fait en sorte que vous êtes encore là. Puis clairement, qui fait en sorte que l'organisme est encore là, parce que vous avez parlé tantôt du plateau, on a parlé de la rue Clark. Jeunesse au Soleil s'est promené un peu sur l'île de Montréal et vous avez parlé, service d'aide alimentaire, c'est souvent une porte d'entrée, vous disiez, pour les gens qui soit vous sont référés ou prennent contact directement avec vous. Les jeunes, comment ils font pour bénéficier de Jeunesse au Soleil? S'ils veulent joindre une équipe de basketball, s'ils veulent bénéficier, vous avez parlé du camp de jour, ces éléments-là. Comment est-ce que la magie s'opère entre ces jeunes-là qui sont peut-être pas assez occupés puis qui gagneraient à l'être un peu, puis ce que vous avez à offrir? Mais ça dépend. Il y a plusieurs portes d'entrée là, pour ça. Ça dépend aussi du sport. Par exemple, pour le football, par exemple. Je vous donne un exemple. Il y a des territoires. On est dans une ligue, il y a des territoires. Donc, nous, on a un très, très, très grand territoire sur l'île de Montréal. Donc, les jeunes qui sont dans notre territoire, ils n'ont pas le choix, ils jouent pour nous. Puis, c'est comme ça. C'est une équipe quand même mythique. Donc les jeunes sont contents de faire partie de la grande famille des Hornets, comme on les appelle. Ensuite, pour le basketball, c'est très différent. Il n'y a pas de territoire, donc n'importe qui peut venir s'inscrire pour jouer avec nous. Encore là, une grande tradition. Pour le programme de développement de hockey, c'est un programme qu'on aime beaucoup parce que c'est vraiment une initiation. Donc, c'est beaucoup des nouveaux arrivants qui viennent, les enfants, ils vont à l'école, ils entendent parler du hockey, et ils voient leurs amis qui trippent sur le Canadien, puis les parents, ils ne savent pas patiner, ils n'ont jamais fait ça, donc ils n'ont aucune idée comment montrer ça aux jeunes, donc nous, on est là pour ça, on leur montre, on les équipe, tout est gratuit, puis c'est ça, puis après ça, s'ils deviennent assez bons, puis ils ont la chance de faire partie d'une équipe. Après ça, c'est ce qu'ils peuvent faire. Puis après ça, on a aussi les activités dans les écoles. Donc toutes les activités dans les écoles, les activités parascolaires sur l'heure du dîner, puis tout ça. On a des programmes de mentorat aussi. On a un mentor dans une école qui va travailler à faire de la résolution de conflits. En tout cas, il va faire tout l'aspect social et communautaire avec les jeunes. Donc, c'est une autre façon d'apprendre à découvrir Jeunesse au Soleil. Et puis, il y a aussi, comme vous, vous en avez fait l'expérience, il y a beaucoup de jeunes qui doivent faire du bénévolat. Mm-hmm. Hein? Puis ça, on aime beaucoup, beaucoup ces programmes-là. C'est le fun. Les jeunes adorent ça, venir faire du bénévolat chez nous. Ça leur apprend une autre réalité, très souvent. Ça leur ouvre les yeux.
Pour d'autres, ben, c'est des phénomènes qu'ils connaissent déjà, mais ça leur donne une occasion de redonner. Donc, les jeunes, ils viennent chez nous, ils ont des responsabilités, ils se sentent super bien, puis ben, c'est ça. Ils reviennent après ça, des fois plus vieux, puis ils continuent à nous donner un coup de main. Ben, je comprends. Je pense que Jeunesse au Soleil a réussi à créer une histoire d'amour avec autant les gens qui en ont bénéficié que ceux qui ont été en mesure de donner un peu un petit coup de main à l'organisation. Jeunesse au Soleil, pour moi, est un organisme phare et probablement pour vous aussi, parce que ça fait, comme on disait, à peu près 25 ans là, à temps plein. Et vous vous demandez, c'est quoi la recette magique qui fait en sorte que vous êtes encore là 25 ans plus tard? Ben, une recette magique, je ne sais pas s'il y en a une, mais je ne suis pas la seule non plus. On est plusieurs employés à avoir grandi. Il y en a certains qui ont grandi, donc qui étaient des jeunes de Jeunesse au Soleil, puis qui sont encore là 40 ans plus tard, là, dont la directrice générale, Joanne Saltarelli. Donc, je ne suis pas la seule, mais effectivement, il y a quelque chose qui se passe à Jeunesse au Soleil. Je pense que quand on vient, puis on voit tout d'abord le besoin qui est là. Puis, c'est dur après ça de fermer les yeux puis de faire comme si ça n'existait pas. Donc, il y a ça aussi. Mais il y a le fait aussi qu'on aide concrètement. Donc, puis ça vient assouvir un besoin aussi humain d'aider les autres, de porter assistance, de voir concrètement qu'est-ce qu'on fait. C'est important, puis ça a un impact sur les autres personnes. Donc, ça aussi, c'est super important. Clairement. On va prendre une petite pause musicale et on revient et on poursuit la discussion ensemble dans une minute. Alors, de retour avec Anne Saint-Arnaud de Jeunesse au Soleil. On parlait juste avant cette petite pause-là, notamment de la magie qui opère certainement, la magie qui opère auprès des gens qui bénéficient des services. Et ils sont franchement plus nombreux que je le pensais. Tout ce qui était mentorat dans les écoles, différents programmes, notamment là, en dehors des heures de classe. Bon, les services de médicaments que vous aviez parlé pour couvrir une partie, bref, la franchise. Pour moi, Jeunesse au Soleil ratisse beaucoup plus large que je le pensais et j'imagine que vous aussi qui nous écoutez en avez appris beaucoup. Quand vous avez commencé vos études, on en a parlé tantôt, là, puis je vais revenir là-dessus un peu. Vous avez commencé vos études, vous travaillez à temps partiel à Jeunesse au Soleil. Après ça, vous êtes arrivé à temps plein avec le beau cadeau de la clé du verglas, une belle façon de commencer tout ça. Qu'est-ce qui vous a interpellé particulièrement dans ce début-là à Jeunesse au Soleil? Vous avez dit, peut-être que je vais faire carrière ici, là. Je n'ai pas pensé ça au début, non, pas du tout. Mais moi, je ne connaissais pas Jeunesse au Soleil avant de travailler là. C'est un ami à mon père qui m'en a parlé en premier. J'ai étudié en psychoéducation, puis il m'a dit « ils ont un programme qu'ils sont en train de mettre sur pied, super intéressant. C'est dans les parcs, ça s'appelait un autobus, un avenir ensoleillé. » Donc, on avait tout arranger un autobus qui se rendait dans les parcs, dans les camps de jour, dans les camps d'été, puis on allait parler aux jeunes l'été. Donc, on leur parlait pas mal de la même chose dont tu se faisais parler à l'école de peu près tout le temps, donc décrochage scolaire, littératie, sécurité, tout ça. Mais on leur parlait dans un endroit complètement différent. On allait les voir, puis les jeunes, ils tripaient au bout, ils rentraient dans l'autobus, il y avait des caméras, des ordinateurs, des gros ordinateurs là-dedans. C'était quelque chose. C'était très high-tech, là. Donc, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça pendant 2 étés. C'était vraiment, vraiment super intéressant. Puis, entre autres, c'est ça. On parlait des situations de crise. Donc, c'est ça. Entre autres, mon 2e été aussi, j'ai été déployée au Saguenay
pour aider les gens qui étaient victimes des inondations. Donc, on avait fait une très, très grosse collecte. Là. Puis, on est allé donner un coup de main aux organismes qui étaient au Saguenay. Ah oui, vous êtes même sorti de l'île de Montréal. Ah là, oui, souvent. On est allé au Manitoba aussi, pas moi personnellement, mais en 97 pour les inondations au Manitoba, on est allé donner un coup de main aussi. On a aidé, chose que les gens ne savent peut-être pas, on a aidé lors des rapatriements des citoyens canadiens lors du séisme en Haïti. Et puis de la crise du Liban aussi. Là, donc, on travaille avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial pour venir en aide aux personnes qui arrivaient à l'aéroport, là, puis qui arrivaient souvent avec absolument rien sur le dos, là, puis très, très, très démunis. OK. Donc, oui, les situations de crise sont quelque chose qui m'ont interpellée beaucoup. J'ai longtemps travaillé à Jeunesse au Soleil au service d'urgence, donc sur appel pour les incendies. Donc, on a des gens qui sont sur appel à tour de rôle. Puis moi, j'ai fait ça pendant des années, près de 20 ans. Puis ça, c'est quelque chose, tu te fais réveiller en pleine nuit, puis tu vas rencontrer des gens qui ont tout perdu, qui sont en situation de crise. Puis ce qui me fascinait, moi aussi, c'était de les voir le lendemain au bureau. Ils venaient souvent chercher d'autres linges, donc on les aidait sur les lieux là, avec le minimum, là, s'il y avait besoin. On leur disait, ben venez nous voir demain, on va vous aider plus, on va vous enligner, on va vous dire qu'est-ce que vous devez faire parce qu'il y a tellement d'étapes à faire une fois qu'on a vécu un sinistre. Donc là, je les voyais pendant le jour, puis ils ne me reconnaissaient pas. C'était comme s'ils ne m'avaient jamais rencontré. Puis j'étais là, c'était moi cette nuit qui était dans l'autobus avec vous. Puis là, ah oui, puis... sous le choc. Ah, c'est ça, tellement, coup, ouais, tellement sous le choc. Puis ça, écoutez, c'est des histoires là, qu'on a vécues là, avec la crise du logement, aussi avec la Ville de Montréal. Donc, ouais, les services d'urgence à Jeunesse au Soleil, c'est quelque chose qui est très important, puis qui me tient à cœur. Ben oui, certainement. Puis vous parlez du rapatriement, vous avez parlé de différents éléments. Alors, bien que vous n'êtes pas un organisme à une portée internationale, on dirait que ce qui se passe à l'international, lorsque ça a des contre-coups ici, au Québec, au Canada, ben vous êtes souvent sur la première ligne, là, clairement, pour prendre soin de ces gens-là. Là. Oui, on est souvent sur la première ligne. Puis aussi, c'est parce qu'on aide beaucoup les gens qui arrivent au pays. Donc, une fois qu'ils sont arrivés, qu'ils sont installés, bien, eux, ils veulent redonner. Puis des fois, bon, ben ils vont vouloir redonner à leur communauté. Quand il arrive quelque chose, ils vont faire appel à nous. Ils vont dire, est-ce que vous pouvez nous aider? Je pense au Liban particulièrement. Là, la communauté libanaise nous avait fait un grand don de 50 000 $ pour pouvoir aider les gens qui revenaient au Canada, là, qui venaient s'installer. Vous m'amenez sur la piste, justement, parlons pas du 50 000 $ lui-même, mais parlons de comment Jeunesse au Soleil, tous ces miracles-là, ces gens-là qui souvent sont peut-être des fois face à un mur et manquent d'options, arrivent chez vous, comment vous êtes en mesure de les soutenir? C'est quoi finalement votre mécanisme de financement qui fait en sorte que vous existez encore après toutes ces années-là? La raison pour laquelle on existe encore, c'est sûr que la Ville de Montréal y joue un grand rôle. La Ville de Montréal nous a toujours soutenus, tous les maires là, qui sont passés depuis les années, particulièrement depuis le maire Drapeau, nous ont soutenus dans notre mission, nous ont soutenus en payant notre loyer, entre autres. Donc, c'est un très, très grand... c'est un échange, en fait. C'est un échange de bons services parce qu'on travaille beaucoup avec les policiers de la Ville de Montréal, avec le service d'incendie, comme j'ai dit tantôt. Donc, on travaille beaucoup avec... assurer la qualité de vie aussi un peu des citoyens les plus vulnérables à Montréal. Donc, c'est un partenaire incroyable. Mais ceci étant dit, c'est une très, très minime part de notre budget. Donc, notre plus grand partenaire, c'est la communauté. C'est les gens qui nous donnent. On a environ 8000 donateurs par année, donc qui vont donner de 5 $ à 500 000. Donc, pour nous, c'est super important. Là, chaque personne, chaque donateur qui va venir nous aider. Puis, des fois, comme on disait, c'est des gens qui n'allaient pas bien avant, qu'on a aidés, puis qui viennent nous donner un coup de main. Ils disent, j'ai seulement 20 $, mais voilà, j'aimerais ça aider quelqu'un d'autre. On a vu, même avant les fêtes, certaines personnes nous ont dit, moi, le chèque que le gouvernement m'envoie, j'en ai pas besoin maintenant. Je vous le donne. J'en ai déjà eu besoin, puis maintenant, j'en ai pas besoin, je vous le donne. Donc, sans l'apport de la communauté, on est là par la communauté et pour la communauté. Certainement. Donc, les gens peuvent clairement vous aider de façon bénévole. Oui. On a parlé tantôt de l'exemple
des services alimentaires, du dépannage alimentaire plutôt. J'imagine qu'il y a d'autres façons aussi bénévolement de vous aider parce que vous devez quand même avoir 2-3 bénévoles chez Jeunesse au Soleil. Là. On en a plusieurs. On en a des milliers, en fait, par année. Mais je vous dirais que aussi le travail auprès des jeunes, tous les entraîneurs sont bénévoles. Puis ça, c'est des heures et des heures là, par semaine. Là. C'est vraiment un dévouement extraordinaire dont notre jeunesse a tellement besoin. Ont tellement besoin de modèles, de personnes pour les accompagner dans un parcours souvent difficile, particulièrement on l'a vu au cours des dernières années, beaucoup de violence, beaucoup d'anxiété, beaucoup de sédentarité, beaucoup de... Donc, c'est ça, on a tous ces jeunes, jeunes et moins jeunes adultes qui viennent faire du bénévolat auprès des jeunes, qui sont souvent des anciens de Jeunesse au Soleil. Donc, eux aussi, ils veulent redonner ce qu'ils ont reçu. Ben oui. Donc, ça aussi, c'est fascinant. Toutes les personnes qui viennent chez nous qui disent « Moi, j'ai reçu, c'est à mon tour de redonner », c'est à ce moment-là qu'on peut mesurer l'impact qu'on a eu dans leur vie aussi, là, de dire « Wow, ça a tellement eu un grand impact qu'ils veulent revenir, puis ils montrent à leurs enfants, puis ils disent « Voici d'où je viens. » Là, je pense entre autres à un de nos bénévoles qui travaille pour la Ville de Montréal, justement, puis il y a un moment donné qui est venu, puis il a dit, on aura un don de la part des employés, des agents de stationnement, pour ne pas les nommer. Puis, ensemble, leur groupe font environ 2000 livraisons de paniers de Noël pour nous à chaque année. Wow. Donc, ça part de quelqu'un qui a reçu quand il était petit, puis qui a dit « Hey, moi, je suis en mesure, là, je peux redonner. » Ben oui. Donc, vous ne devez pas les convaincre, ces gens-là, ils savent clairement ce que vous êtes capable de faire, puisqu'ils en ont bénéficié dans le passé. Exactement. Ouais. C'est extraordinaire de voir cette chaîne-là qui revient lorsque les gens sont en mesure de le faire. Puis tant mieux, on l'a vu avec les chèques, là, il y a quelques personnes qui ont utilisé leurs chèques du gouvernement pour redonner à des organismes s'ils n'en avaient pas de besoin. Puis c'est ça, puis je voudrais, puis il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin aussi. Là, on sait, puis c'est ça, on dit aidez-nous si vous pouvez pas, c'est correct, aidez-vous. Chaque dollar est important à la hauteur de la capacité de tout le monde. Il y a certainement moyen de vous aider de différentes façons, puis à différents niveaux, selon le temps qu'on a ou selon la capacité financière qu'on a. Exact. Qu'est-ce que je peux souhaiter à Jeunesse au Soleil pour son avenir? Oui, ça, c'est tout un sujet. Vous savez qu'on mentionnait tantôt, là, depuis qu'on est parti de la rue Saint-Urbain, la Commission scolaire de Montréal a repris l'édifice dans lequel nous étions depuis 37 ans. Donc, 37 ans passés dans une école, l'école Baron Bing, pour ne pas la nommer, qui était un endroit assez mythique à bien des niveaux. Donc, c'est ça, depuis qu'on a quitté cet endroit-là, on est un peu éparpillé là, dans la ville. Nos services sont beaucoup plus difficiles à rendre pour la communauté. Puis, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est un nouvel endroit, là, un endroit futur pour aider les générations qui vont suivre. Bien, je vous souhaite certainement. Anne Saint-Arnaud, quel plaisir d'avoir pu en apprendre davantage sur Jeunesse au Soleil. Et je suis persuadé que les gens en ont pris énormément sur cet organisme phare-là de la région de Montréal. Comme je disais, tout le monde connaît Jeunesse au Soleil. Est-ce qu'on sait exactement tout ce que fait? Probablement pas, mais on en sait certainement plus aujourd'hui grâce à vous. Merci beaucoup. Et on peut vous aider et vous joindre aussi en visitant votre site web, sunyouth.org ou jeunesseausoleil.org qui va vous rediriger, ou en composant le 514-842-6822. Donc, à la fois pour ceux qui ont besoin de services et à la fois pour ceux qui souhaitent donner de leur temps, donner de leur argent, peut-être même donner de leur expertise. Ça fait un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, évidemment, bon succès pour la suite. Et vous qui êtes à l'écoute et qui vous êtes arrêtés sur notre nouvelle émission, merci d'avoir pris le temps de découvrir ces organismes, ces héros qui pourraient peut-être vous soutenir ou à l'inverse que vous pourriez vouloir aider. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous et j'espère que ce sera un rendez-vous qui sera récurrent à votre agenda. La semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir 2 autres nouveaux héros anonymes. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.